Voilà. Alors donc pour créer cet exemple d'application, on va juste voir, on va créer un projet Java que je vais appeler exception. Alors dans ce projet-là, on va essayer donc de créer une application très simple. Application, hein, qui contient la méthode main, mais en même temps, avant de créer la méthode main, on va déclarer une méthode qui est statique aussi et qui permet de retourner un double qui représente, on va dire, un entier pour faire plus simple. La méthode, on va l'appeler calcul. On va lui donner deux paramètres A et B. Alors, on va supposer que cette fonction, ou bien cette méthode, va retourner A divisé par B. Alors, je retourne A divisé par B, mais vous savez très bien qu'ici, il y a un problème. Il se peut que B soit égal à 0. Alors déjà, si vous remarquez bien, c'est que le compilateur n'a rien signalé. Donc on va dire que la division par 0, c'est une exception qui n'est pas surveillée. C'est-à-dire que le compilateur, il ne va pas vous dire, attention, ici, il se peut que par exemple, que le B soit égal à 0. Alors il dit que donc, qu'est-ce qu'on va faire dans notre application? Supposons, on va demander à l'utilisateur de saisir, par exemple, les nombres. Donc dans ce cas-là, on aura besoin d'utiliser la classe scanner. Alors clavier égale new scanner, on va mettre comme paramètre système.in. Alors, on va afficher le message, par exemple, donner A. On va demander à l'utilisateur de saisir A. Je suppose que A c'est un entier, donc pour le lire, c'est clavier.nextInt. Je fais la même chose pour récupérer à partir du clavier B. Je vais appeler la méthode calcul et je récupère le résultat. J'appelle la méthode calcul. Et j'affiche le résultat. Le résultat égale à quoi? 13. Voilà. Alors déjà, vous remarquez une chose, c'est que notre application, a priori, donc, il marche bien, donc il est compilé. Donc ça signifie déjà que la division par 0, c'est une exception qui n'est pas surveillée. Mais quand on va exécuter l'application, alors quand on exécute l'application, donc bien sûr, dans une situation normale, j'ai A égale à 6, B égale à 3, il n'y a pas de problème, j'ai le résultat égal à 2. Dans une autre situation, j'ai par exemple A égale à 6 et B égale 0. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Alors déjà, il y a une exception qui vient d'être affichée. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Dans ce message, il vous indique que vous avez une exception de quel type? Arithmetic exception. Et après, le message de l'exception, c'est division par 0. L'origine de cette exception, c'est la fonction calcul, exactement dans la ligne numéro 7. En fait, cette méthode, il génère l'exception, il n'a pas été capturé, il remonte vers la méthode main. Alors, dans la méthode main, à la ligne numéro 13, c'est-à-dire à quel niveau? À l'endroit où on a appelé la méthode calcul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, l'exception, il n'a pas été traité. Et s'il n'a pas été traité, il remonte vers la JVM. Alors, en fait, voilà ce qui se passait. C'est que la fonction calcul, il vient de générer une exception. Il n'a pas été traité. Donc, l'origine de l'exception, c'est ici. N'est-ce pas? Quand vous voyez at, c'est un petit peu, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la trace de l'exception. Il n'a pas été traité. Ici, même dans la méthode main, il n'a pas été encore traité. Et du coup, donc, il est signalé à la JVM. Alors, on a ce scénario que vous voyez là. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand une exception est signalée à la JVM? Généralement, la JVM, elle arrête l'exécution de l'application. Et du coup, donc, vous avez un bug. Alors, qu'est-ce qui nous montre que l'application n'a pas poursuivi son exécution normale? D'après vous? Qu'est-ce qui nous montre qu'après cette ligne, l'application s'arrête? Parce qu'il n'a pas affiché le...
cette ligne, résultat, n'est-ce pas? Alors maintenant, si on veut réellement faire du bon travail, il faudrait prévoir ce cas exceptionnel, même s'il n'est pas surveillé. Donc on utilise généralement le bloc try catch. Alors, ici, on va déclarer le résultat. On va l'initialiser à 0, par exemple. Et après, ici, on va tenter de faire ce calcul. C'est-à-dire, le résultat égale calcul. Et après, s'il y a problème, on va capturer l'exception. Alors, on vient de voir que ce genre d'exception, il est de quel type? Arithmetic exception. Donc, on va écrire arithmetic exception E. Et après, par la suite, si bien sûr, quand je capture l'exception, je vais afficher un message, par exemple. Par exemple, division par 0. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? J'exécute l'application. 6, 0. J'ai le message comme quoi il y a une division par 0, mais ça n'a pas empêché que l'application poursuive son exécution normale. Donc, j'ai évité que l'exception soit signalée à la JVM, n'est-ce pas? Mais du coup, donc, mon application s'exécute normalement. Alors, bien sûr, quand on capture une exception, on ne va pas uniquement afficher que des messages, mais si vous voulez traiter l'exception, vous pouvez appeler des méthodes qui sont définies dans les exceptions. Alors, ce genre de méthode, il y a tout d'abord la méthode toString. Alors, la méthode toString, d'une exception, généralement, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche le type d'exception et le message de l'exception. Vous pouvez également faire appel à la méthode getMessage, qu'on a déjà vu la dernière fois. Si vous voulez afficher que le message d'exception, on appelle la méthode getMessage. Alors, ce genre de méthode, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche tout simplement le message de l'exception, à savoir, dans notre cas ici, division par 0. Et si vous voulez avoir le détail de l'exception, il y a une méthode qui s'appelle printStackTrace. Alors, e.printStackTrace. En fait, la méthode printStackTrace, il envoie un message sur ce qu'on appelle la sortie des erreurs. En fait, la sortie des erreurs, généralement, ça peut être la console, ça peut être un fichier de log, c'est-à-dire un fichier dans lequel on va journaliser. Alors, en tout cas, la méthode printStackTrace, qu'est-ce qu'il permet d'afficher? Il permet d'afficher le détail de l'exception. Alors, c'est quoi le détail de l'exception? Je vois déjà le type d'exception, n'est-ce pas? Le message de l'exception, et je vois également la trace, n'est-ce pas? De l'exception. Alors, sauf que bien sûr, ne soyez pas étonnés que, par exemple, la suite le résultat s'est intercalé entre ces messages, parce qu'en fait, le printStackTrace, il envoie le message dans la sortie des erreurs, alors que nous, le résultat, on a utilisé la sortie standard, n'est-ce pas? Vous avez system.out.println, alors que plutôt le printStackTrace, il envoie vers la sortie des erreurs. Et du coup, donc, comme généralement, ce sont deux tâches qui se font en parallèle, hein, en même temps, et du coup, donc, on peut avoir, par exemple, des messages comme ça. Donc, si vous essayez d'exécuter, vous n'aurez pas toujours la même situation. Par exemple, si vous mettez 0, alors, j'ai pas menti, mais je vais persister. Voilà, ouais, donc c'est pas la même situation, j'ai le résultat égal à 0 après. Donc, c'est-à-dire, en fait, quand vous mettez printStackTrace, j'envoie des messages. Je vois des messages dans la sortie des erreurs, mais ces messages, généralement, ce ne sont pas des messages qu'on affiche dans l'interface utilisateur. Ce sont des messages qui sont envoyés dans un fichier de journalisation. Après, vous verrez comment est-ce qu'on peut rediriger une sortie vers, par exemple, un fichier de journal. Et la trace d'exception, il nous donne une idée. Parce que généralement, quand vous faites de la maintenance d'une application, de temps en temps, vous regardez le fichier log, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous trouvez? Quand vous trouverez donc des exceptions comme ça, vous avez une idée sur à quel niveau l'exception s'est produite, n'est-ce pas? Bien, alors ça c'est le traitement des exceptions. Alors maintenant, en réalité, la méthode ici que vous voyez, en fait là, arithmetic exception, ce qu'on voyait déjà, c'est une exception qui n'est pas surveillée, d'accord? Un exemple d'une exception qui n'est pas surveillée. Alors, on va essayer donc de voir comment créer nos propres exceptions, comment générer les exceptions. Alors, pour cela, on va supposer que nous sommes dans une application classique qu'on a déjà créée. J'ai un compte bancaire avec un code et un solde.
j'ai une méthode qui permet d'effectuer un versement, une méthode qui permet d'effectuer un retrait et une méthode qui permet de consulter le solde. Assez simple. Alors pour créer ce genre de classe, vous commencez par créer la classe compte. Alors cette classe compte est définie par ses attributs code, le solde, une méthode pour effectuer un versement, alors dans notre cas, effectuer un versement, c'est tout simplement le solde égal au solde actuel auquel je vais ajouter le montant MT. Et une méthode pour effectuer le retrait. Et dans notre cas, on va faire plus simple. Donc c'est le solde égal au solde actuel duquel on va retrancher le montant MT. Et après, j'ai une méthode pour consulter. La méthode va retourner le solde. On va l'appeler getSolde. Return solde. Une simple classe. Alors, je suppose que là, en fait, cette classe, ça fait partie des objets de la couche métier, c'est-à-dire les objets qu'on traite dans notre métier. Ben, et du coup, donc, on va dire que la méthode versée, on va supposer qu'il ne pose aucun problème, parce que quel que soit le montant, on peut toujours le verser, n'est-ce pas? Alors bien sûr, si vous arrivez vers une agence, vous leur dites je vais verser 5 dirhams. Je ne sais pas s'ils vont faire ça, j'ai jamais essayé. Donc c'est-à-dire, en fait, on va supposer quel que soit le montant, on peut le verser. Mais le retrait, non. Le retrait, il y a un cas exceptionnel. Alors quel est le cas exceptionnel? C'est quand le montant est supérieur au solde. Alors comment on va traiter ça? Eh bien, tout simplement, on va écrire ici, on va faire un test. If le montant est supérieur au solde, on va générer une exception. Alors maintenant, c'est à vous de dire à un moment donné quel type d'exception que je vais générer. Est-ce que je vais générer une exception surveillée ou bien une exception non surveillée? Alors, on va commencer par générer une exception d'une manière générale, exception. Et on va découvrir que l'exception, c'est une exception qui est surveillée. Et quand on génère une exception, on va lui donner un message. Et le message, par exemple, solde insuffisant. D'accord? Alors, sauf que quand vous générez une exception qui est surveillée, bien sûr, le compilateur ne va pas l'accepter dans la méthode que si vous déclarez que la méthode est susceptible de générer cette exception. Et du coup, donc, si vous cliquez sur l'erreur, il va vous proposer d'ajouter throws exception. Ça signifie que la méthode retirée, il fait un traitement, mais il peut générer une exception. Alors maintenant, cette exception est surveillée. Alors on va essayer de voir maintenant au niveau de l'application comment on va utiliser cette classe compte. Alors maintenant, je suppose que je suis maintenant dans, par exemple, la couche présentation. N'est-ce pas? Alors, l'application 2. J'ai besoin de la méthode main. Alors, la même chose. Je vais utiliser la classe scanner pour saisir des données au clavier. System.in. Je vais également lire le montant à verser. Le montant à verser. Alors pour lire le montant, donc on va déclarer un double mt1 égale c clavier point next double. Je fais la même chose pour récupérer. Pourquoi ce R là? Alors au lieu d'effacer le montant à retirer. Alors bien sûr, pour effectuer le versement, donc j'ai tout d'abord besoin de créer un compte. Alors on va créer le compte cp égale new compte. Alors ici donc j'ai utilisé le constructeur par défaut, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le solde est égal à 0 au départ. Alors je vais effectuer un versement, c'est cp.verser le montant mt1. Ok? Je verse le montant mt1. Et après, je vais récupérer le montant mt2.
je vais faire la même chose. cp.retirer mt2. Mais bien sûr, quand vous appelez la méthode retirer, vous voyez bien que le compilateur il a signalé quelque chose, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il vient de signaler? Il vous dit que, attention, il se peut que cette méthode génère une exception. Alors, comme l'exception générée est une exception surveillée, donc on est obligé de la traiter, sinon le programme ne sera pas compilé. Alors maintenant, pour traiter l'exception, il existe deux solutions. Vous cliquez sur l'erreur, il vous propose deux solutions. La première, try catch. C'est-à-dire, on va essayer de faire un retrait, mais s'il y a problème, on va capturer l'exception. Et quand on fait un catch exception, on peut afficher les informations sur l'exception. Alors pour avoir le message, le mieux c'est d'utiliser la méthode getMessage. Et après, j'affiche le résultat. Et le résultat, donc le solde final égal. Pour moi, le solde final, c'est cp. La méthode getSolve. Voilà. Alors, ça, c'est l'application. On l'exécute. Alors, quel est le montant inversé? Je suis dans une situation favorable. J'ai un versement de 90 000, un retrait de 4 000. Il n'y a pas de problème. Vous avez le solde final et, n'est-ce pas? Dans un autre cas exceptionnel, j'ai versé un montant de 6 000 et je tente de retirer un montant de 8 000. Résultat, je vois bien que l'exception a été générée, il a été capturé, on affiche le message solde insuffisant. Et après, par la suite, donc, on affiche l'état final, n'est-ce pas? Alors ici, donc, j'ai capturé l'exception. Alors, bien sûr, avec try catch, c'est ce qui est souhaitable, parce que quand on fait un try catch, il faut prendre la décision. Si vous faites catch, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, dans notre cas, c'est assez simple, parce que je vais tout simplement afficher un message, n'est-ce pas? On peut également, pour traiter l'exception, au lieu de faire un try catch, vous pouvez utiliser la deuxième solution, c'est throws. Vous déclarez tout simplement dans la méthode main throws exception. Ça signifie quoi? Ça signifie que la méthode main, il déclare que s'il y a une exception, il ne va pas la traiter, automatiquement, il va être ignoré. Et s'il est ignoré, qu'est-ce qu'il va faire? Il remonte vers le niveau supérieur. Et le niveau supérieur, c'est le feu, c'est la JVM. S'il y a une exception vers la JVM, j'arrête tout. N'est-ce pas? Alors bien sûr, on peut toujours se permettre de faire un throw à un niveau quelconque, n'est-ce pas? Mais quand on arrive à un stade, il faut faire un catch. Ok? Alors on peut avoir des situations comme ça. La méthode main, il fait également appel à une méthode A. Et la méthode A fait appel à la méthode B, n'est-ce pas? Ici, dans la méthode B, il se peut que vous générez une exception. Il remonte vers A. Dans A, vous n'êtes pas obligé de faire catch. Vous pouvez faire throws. Et dans ce cas-là, il remonte vers calcul. Et dans calcul, vous n'êtes pas obligé de faire catch, vous faites encore throws. Donc, on peut toujours se permettre de faire throws, mais quand on arrive à un stade, par exemple ici, il faudrait prévoir des catch, n'est-ce pas? Sinon, s'il y a ce cas exceptionnel se produit, donc on aura un bug au niveau de l'application. Bien sûr. Donc ça veut dire que si vous êtes par exemple dans la couche présentation, quand vous êtes par exemple dans votre application principale, à un moment donné, il faut prendre la décision. Vous dites si jamais il y a une exception qui se propage sur les différents niveaux, il faut à un moment donné la traiter. D'accord? Alors quoique ici, cette application, d'ailleurs on peut vérifier, si vous exécutez cette application comme ça va marcher. Je fais un versement, je fais un retrait, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire, c'est les cas où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez, par exemple, un cas exceptionnel, vous tentez de faire un retrait d'un montant qui n'est pas suffisant, voilà ce que vous allez avoir. Alors maintenant, en fait, comme l'exception n'a pas été capturée, la JVM, il affiche la trace de l'exception. Vous voyez donc la trace de l'exception, il appelle par défaut la méthode printState. Et après, l'application s'arrête. Qu'est-ce qui nous montre que l'application s'arrête? Voilà, il n'a pas affiché donc le solde final, n'est-ce pas? Alors ça c'est, alors bien sûr la situation pour nous qui est la plus intéressante, c'est d'utiliser un try catch. Alors sauf que vous allez voir que cette application elle est loin d'être parfaite. Pourquoi? Parce que si j'exécute l'application une deuxième fois,
je vais effectuer un versement. Et après, je vais, par exemple, spécifier moins 8000. Alors, verser un montant négatif. Entrée, ça marche. Retirer un montant négatif. Solde insuffisant. Alors, ça veut dire que notre application maintenant, il fonctionne bien, mais en réalité, verser un montant négatif, ça n'a pas de sens. Alors, il dit que donc, on va supposer encore que si le montant est négatif, il faut également générer une exception. Alors, comment on va traiter ça au niveau de l'application? Ben, on va, par exemple, dans la méthode main, on ne va pas accepter ça, donc on va tout simplement utiliser if. Si le montant est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire à nouveau? Throw new exception. Le montant négatif, par exemple. Le montant ne doit pas être négatif, donc ça c'est le message de l'exception. Alors sauf qu'ici la même chose, donc vous avez ici une exception qui est surveillée, n'est-ce pas? Alors on peut toujours utiliser la même chose, throw exception, n'est-ce pas? Alors juste pour changer, au lieu de générer une exception qui n'est pas surveillée, qui est surveillée, on va générer une exception qui est plutôt, c'est l'inverse. Au lieu de générer une exception surveillée, on va générer une exception qui n'est pas surveillée. Alors, les exceptions non surveillées, c'est des exceptions qui héritent de la classe runtime exception. Donc, si vous générez runtime exception, vous générez bien une exception. Premièrement, on n'est pas obligé d'avoir ici throws, n'est-ce pas? Et en même temps, le compilateur n'a rien signalé. Donc, vous voyez donc la différence entre exception surveillée, exception non surveillée. Alors, sauf que bien sûr, cette exception surveillée, quand je fais maintenant le traitement, je vais changer la structure de mon programme, je vais faire un try au départ, et un catch à la fin. Généralement, c'est ce qu'on va faire, souvent. C'est-à-dire quoi? Je me retrouve dans cette solution-là. Try. Catch. Alors, ça veut dire quoi? On va essayer de faire tout ça. C'est ça la tâche principale. Parce que vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de séparer les traitements des exceptions. Donc, je tente, voilà ce que je veux faire. Mais si jamais l'une des instructions génère une exception, je vais capturer l'exception, n'est-ce pas? Alors, sauf que ici, quand vous mettez catch exception, ça veut dire que quelle que soit l'exception. Parce que même runtime exception hérite de la classe exception. Sinon, vous allez faire deux catch. Un premier, vous mettez catch runtime exception. Et là, vous affichez le message, par exemple e.getMessage. Alors, nous sommes ici dans deux situations. Je fais un traitement. Si jamais il y a runtime exception, je fais ce traitement. Je vais afficher le message l'exception. Si c'est une exception quelconque, je fais ce traitement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'exécute l'application. Alors, s'il y a problème d'un nombre négatif, voilà ce que je vais avoir. Le montant négatif. Alors, généralement, quand une exception est générée, il ne va pas traiter le reste, il passe directement vers le catch. D'accord? C'est bon? Alors, sauf que cette manière de travailler, ce n'est pas très professionnel. Le fait de générer des exceptions de type exception et runtime exception, c'est des exceptions techniques qui sont fournies par Java. Alors, généralement, ce qu'on fait dans la programmation, c'est qu'on génère ce qu'on appelle les exceptions métiers. C'est à vous-même de créer vos propres exceptions. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle exception? Alors, si vous voulez créer une exception, on va créer une nouvelle classe. C'est assez simple. Qu'on va appeler par exemple solde insuffisant exception. Alors maintenant, c'est des classes qui font partie de la couche métier. Maintenant, c'est ce qu'on appelle des exceptions métier. Alors pour créer une exception, on aura besoin de créer une classe qui dérive de l'une des exceptions qui existent déjà. Soit exception, soit runtime
exception. Vous voulez une exception surveillée, c'est extend exception. Vous voulez une exception non surveillée, c'est runtime exception. Alors, sauf que vous aurez besoin d'un constructeur. Alors, vous pouvez générer un constructeur avec paramètres. Vous pouvez prendre par exemple le constructeur qui reçoit un string. Et tout simplement, qu'est-ce qu'il fait le constructeur? Il fait que appel à. Super. Donc, si vous voulez générer une exception, vous lui donnez le message. C'est tout. Alors, créer une nouvelle exception, c'est créer une classe qui dérive de la classe exception. Alors, il dit que dans l'application maintenant, dans la classe count, au lieu de générer ici, au lieu de générer exception, on va générer new solde insuffisant exception, n'est-ce pas? Et ici donc, quand vous allez écrire votre code, votre méthode métier, vous allez utiliser throws solde insuffisant exception, n'est-ce pas? Jusque-là, on n'a rien changé, sauf qu'au lieu de travailler avec exception, qui est une exception d'une manière générale, mais maintenant j'ai quelque chose qui est personnalisé. Quand je lis la méthode retirée, je sais que dans sa signature, qu'il génère une exception de type solde insuffisant. Ce qui est même l'exception, le nom de l'exception elle-même, il a un sens qui est lié au métier, n'est-ce pas? Solde insuffisant exception. Ben, je fais la même chose, par exemple, pour montant négatif. Alors, si vous voulez créer une nouvelle exception, on fait la même chose. Classe montant négatif exception. La classe dérive de la classe exception. Si vous voulez que ça soit toujours surveillé. Sinon, vous héritez de la classe runtime exception. Alors ici, la même chose, on va générer un constructeur avec paramètre qui reçoit le message de l'exception. Je reviens à la classe count. Ici, au lieu de générer runtime exception, je vais générer solde insuffisant. C'est pas solde, c'est montant négatif exception. Montant négatif exception. Alors, sauf que maintenant, c'est une exception surveillée. Donc, on a à ajouter quoi? Throws, montant négatif exception. Parce que c'est une exception qui est surveillée, n'est-ce pas? Alors, ici, je reviens à l'application. Cette fois-ci, j'ai quelque chose de plus clair. C'est pas runtime exception, c'est solde. C'est plutôt, ici, c'est montant négatif exception. Ici, au lieu de faire catch exception, c'est tout simplement solde insuffisant exception. Alors ça, c'est beaucoup mieux. Quand je lis ce code-là, c'est mieux de regarder là montant insuffisant exception, n'est-ce pas? Parce que ça me donne déjà une idée sur la nature de l'exception. Et je vois ici solde insuffisant exception, je vois la nature. Donc vous voyez donc l'intérêt de personnaliser les exceptions. C'est parce que vous devenez un peu plus professionnel. C'est que dans votre application qui contiendra peut-être des milliers de classes, quand vous avez des exceptions comme ça, vous savez de quoi au moins il s'agit. C'est clair? Alors, c'est pas encore terminé. L'application n'est pas encore terminée parce que qu'est-ce qui se passe quand vous tapez n'importe quoi? Vous voulez saisir un montant et après l'utilisateur a saisi des lettres au lieu des chiffres. Regardez, il y a un bug dans l'application. Alors, il y a une autre exception qui n'est pas surveillée, qu'on n'a pas prévue, c'est input mismatch exception. En fait, input mismatch exception, elle est générée par quoi? Par la classe scanner. Parce qu'à un moment donné, j'appelle la méthode nextDouble. Mais vous savez que nextDouble, il a été créé de la même manière. Pour la méthode nextDouble, il teste si la donnée n'est pas de type double, il génère une exception. Cette exception, il l'a appelée input mismatch exception. C'est-à-dire que la classe input mismatch exception, c'est qui l'a créée? C'est la personne qui a créé la classe scanner. Donc, il sait très bien qu'il génère une exception de type input mismatch exception, n'est-ce pas? Oui. Lorsqu'on fait on saisit par exemple des lettres et un dévoile. Et dévoile après. Il ne va pas prendre les chiffres. Non, non, pour lui, si le nombre, il ne peut pas le convertir pour lui, c'est erreur. Il génère l'exception. Oui, j'ai compris. Mais lorsqu'on écrit les lettres, un espace, un dévoile, il ne va pas prendre le dévoile. C'est l'inverse peut-être.
Non. Si on commence par les Alors, chiffres, écoute. ensuite les lettres, on va prendre la partie Monsieur et laisse le reste pour... Bah écoutez, vous savez, et parfois c'est même pas la peine de se poser des questions, vous testez. Vous voulez quoi? Vous voulez des chiffres, espace et des chiffres, c'est ça? Bah, c'est une chaîne de caractères pour lui, ça marche pas. Vous voulez, lui il propose, est-ce que ça va marcher avec des chiffres après des chaînes? Non, c'est une chaîne de caractères, ça marche pas. Donc pour lui, next double, qu'est-ce qu'il a changé? Non, mais input, mismatch, exception, c'est toujours la même chose. Mais la deuxième partie des chaînes de caractères a été laissée pour le deuxième next double. Le premier a passé comme le satisfait. Vous voyez? Alors attendez, il faut qu'on... C'est un truc de flux. Oui. Le scanner, il prend la première partie qui lui convient. Alors votre collègue, il a tout à fait raison. D'abord, c'est une situation, ici quand vous mettez par exemple, vous saisissez, à vrai dire, donc il a bien pris le montant à verser, n'est-ce pas? Mais en même temps, parce que comme c'est un flux de données, d'ailleurs on aura l'occasion d'en parler quand on va travailler avec les entrées-sorties, donc il a gardé ça dans le tampon. Et après, quand il y aura le next, c'est-à-dire le prochain next lecture, donc il a généré, c'est pour cela d'ailleurs qu'il est passé montant à retirer. Et dans montant à retirer, il lui a déjà transmis ça, et dit que donc il y a exception. D'accord? Mais vous savez, oui, ça c'est un cas particulier, mais juste pour vous montrer que l'application n'est pas encore... Alors maintenant, si vous voulez prévoir également ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous connaissez déjà la solution. Vous allez ajouter un autre catch. Alors, sauf que ici, vous allez mettre input, mismatch, exception. Et après, par exemple, vous affichez un message personnalisé, problème de saisie. Par exemple, c'est juste un exemple. Alors, si vous exécutez l'application, alors, dans le cas où vous saisissez n'importe quoi, ben, il vous dit tout simplement problème de... Donc, ça veut dire qu'ici, il y a une exception qui n'est pas surveillée, et après, donc, je fais un catch. Alors maintenant, si parfois, vous voyez que dans tous les catchs, vous faites la même chose. Par exemple, ici, vous appelez la méthode e.getMessage, n'est-ce pas? Alors, quand vous voyez que vous faites beaucoup de catchs, mais avec le même traitement, ça ne sert à rien parce que vous pouvez uniquement utiliser un seul catch. Un seul catch. Mais sauf que vous allez utiliser, au lieu de catch input mismatch, vous mettez exception. Et ça marche. Ça veut dire quoi ici? Quelle que soit l'exception. J'affiche le message de l'exception. Ben, il dit que donc vous aurez les trois cas. Alors, vous avez le premier cas. Alors, on va commencer par les cas qu'on a déjà traités. Alors, ici, un montant, un retrait qui n'est pas possible, vous avez solde insuffisant. Ici, vous avez le cas où il y a le montant négatif. Et après, vous avez le cas de input mismatch exception. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va afficher comme message, parce que la méthode getMessage, parce que vous découvrez qu'il affiche nul. Nul, c'est-à-dire cette méthode, il ne définit pas un message par défaut, n'est-ce pas? Alors, mais en principe, vous pouvez toujours faire ça quand vous faites par exemple souvent, parce que dans la majorité des cas, on utilise print, stake, trace. C'est-à-dire vous envoyez la trace de l'exception quelque part. Hein? Vous l'affichez. Et du coup, donc, quand vous faites print, stake, trace, vous pouvez faire un seul catch. Mais si vous voulez effectuer un traitement pour chaque cas, il vaudrait mieux séparer. Ici, donc, vous voyez plusieurs catchs, n'est-ce pas? Alors, je reviens juste à la classe count. La classe count, la méthode retirée, elle-même, il peut générer l'exception montant négatif. Exception. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ce test. On va l'ajouter également à ce niveau-là. N'est-ce pas? C'est-à-dire que pour retirer, on va tout d'abord tester. Si le montant est négatif, ça ne sert à rien de tester ce qui est supérieur au solde. Donc, je vais générer l'exception montant négatif exception. Sauf que montant négatif exception, on a besoin d'ajouter throws. Il dit que donc ici, dans la méthode retirée, il y a combien de throws? Solde insuffisant exception et montant négatif exception. Ça veut dire que, attention, la méthode retirée, il va faire un traitement. Mais il faut s'attendre à ce qu'il génère soit
solde insuffisant, exception, ou bien montant négatif, exception. Et du coup, donc, ici, on est toujours dans la même situation. Donc, quel que soit s'il y a exception. Alors, cette manière, alors maintenant, ce code-là, il est bien structuré. Pourquoi? Parce que je vois bien ce qu'on appelle le code métier, le code utile. Ouais, d'accord. Et après, l'autre code qui est lié aux exceptions, qu'est-ce que je vois? À la fin, catch, catch, catch. Alors que s'il n'y avait pas les exceptions, qu'est-ce que vous allez voir? Vous trouvez votre code avec plein de if, else, ça, si ce cas-là se produit, je fais ça, if. Ben, du coup, donc, vous allez mélanger votre code avec des choses. Et en plus, quand vous faites des if, vous serez amené à afficher, ce qui va permettre de mélanger le code métier du code de la couche présentation. Alors, pour terminer, dans la syntaxe de l'exception, vous avez, c'est vrai, try catch, vous pouvez faire plusieurs catch, mais à la fin, vous pouvez quand même ajouter un bloc qui est très important parfois, finally, exactement. Alors, le bloc finally, c'est un bloc qui s'exécute quelles que soient les situations. C'est-à-dire que ça marche ou ça marche pas, le bloc finally s'exécute. Alors ici, donc, je vais juste afficher un message, bloc finally. Alors, si vous exécutez l'application, dans le cas normal, je vais retirer un montant qui est possible. Vous voyez donc, il y a le solde, mais il vous affiche le bloc. C'est-à-dire même dans la situation normale, ce bloc s'exécute. Dans le cas où il y a une exception, un problème de retrait, solde insuffisant, mais le bloc finally s'exécute. Et la même chose pour les autres cas. Par exemple, si vous tapez n'importe quoi, vous allez avoir bloc finally. En fait, le bloc finally, on l'utilise souvent quand on a besoin de faire un traitement, quelles que soient les situations. Qu'il y a exception ou pas, je vais faire ce traitement. Alors, mais c'est un bloc qui n'est pas obligatoire si vous ne voulez pas l'utiliser. Je ne comprends pas, à vrai dire, je ne comprends pas la fonction de phénomène parce que de toute façon, on fait les exceptions pour qu'on puisse continuer l'exécution de l'application. Oui. À quoi ça sert phénomène? À quoi ça sert finally? Alors, par exemple, fermer des connexions vers les bases de données. Terminer. Donc, quelle que soit la situation, c'est le code bien déroulé où il y a donc une interruption. La connexion vers la base de données doit être fermée. Donc, finally, je ne peux pas ajouter cette fermeture de la base de données à la fin. Même si on n'est pas. Le programme exécute les instructions qui sont situées après l'exception. Parce que si on a même pris. Dès qu'une Si exception ça marche est pour levée, les chrétiens. il n'exécute pas les instructions qui sont dans la suite. Ils sont directement vers les cartes et vers final. Alors c'est maintenant, je vous laisse penser, je vous laisse discuter. Alors vous pouvez toujours, vous avez compris le bloc finally? C'est-à-dire vous avez compris, en tout cas, de toute façon c'est un bloc qui s'exécute quelles que soient les situations. Maintenant reste à trouver des applications. À quel niveau on peut l'appliquer? Alors votre collègue il est déjà en train de penser à un exemple. Par exemple, quand vous voulez faire un traitement, notamment des connexions vers les bases de données, au début vous allez établir une connexion à la base de données et après vous commencez à faire des traitements. Et après, ces traitements, parfois ça marche, parfois il y a des cas exceptionnels, n'est-ce pas? Alors après, vous dites, de toute façon, si ça marche ou ça ne marche pas, je dois fermer la connexion. Ça, c'est un bon exemple. C'est-à-dire, déjà un exemple, fermer la connexion, quelles que soient les situations, par exemple, n'est-ce pas? Alors sinon, vous serez obligé, ici, à la fin du code, vous allez fermer la connexion et vous allez les fermer à l'intérieur de chaque catch, par exemple. Mais après, vous allez voir, il y a des situations, par exemple, dans la gestion des transactions, parce que ça, on va en parler par la suite, quand vous allez faire des courses sur les bases de données, ça arrive parfois que vous aurez besoin de ce genre de traitement. Je vous donne un exemple, mais on aura l'occasion de parler d'autres exemples. Alors, par exemple, la gestion des... Vous savez ce que c'est les transactions? Alors, imaginez que je vous demande d'effectuer une méthode qui permet d'effectuer un virement. Une méthode qui permet d'effectuer un virement d'un compte vers un autre. Alors, ça veut dire quoi, effectuer un virement d'un compte vers un autre? C'est-à-dire, on va retirer de l'argent d'un compte et on va le verser dans un autre. Alors, imaginez bien. Alors, s'il n'y a pas ce qu'on appelle les transactions, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand... Le risque, c'est quoi? Je viens de retirer de l'argent d'un compte, ça y est, j'ai déjà enregistré comme quoi j'ai effectué le retrait.
Alors, au moment où je vais faire un versement, il y a une coupure de courant. Il y a un problème. Alors, c'est quoi le problème qui va se poser? Ben, vous avez retiré de l'argent d'un compte, mais vous n'avez pas effectué le virement. Et c'est grave. Pourquoi? Parce que normalement, un virement, c'est deux opérations. Alors, pour éviter ces problèmes, généralement dans la programmation, on utilise ce qu'on appelle les transactions. En fait, les transactions, c'est un concept qui vous dit qu'avant d'exécuter une opération, il faut ce qu'on appelle commencer une transaction. Et quand on commence une transaction, en principe, toutes les opérations que vous faites dans la base de données, soit enregistrées, sélectionnées, update et tout ça, en réalité, les données ne sont pas encore enregistrées dans les tables. Ils seront enregistrés quelque part, hein, dans un endroit temporaire. Mais à la fin, si vous faites un commit, c'est-à-dire valider la transaction, c'est à ce moment-là que vous allez enregistrer toutes les données. Et si vous faites un rollback, ce qu'on appelle annuler la transaction, ben on va annuler le tout. Alors, vous voyez donc, par exemple, pour effectuer un virement, quand vous allez faire plutôt une transaction, c'est-à-dire que si les deux opérations, versement et retrait, je commence une transaction, j'effectue le retrait, il n'y a pas de problème. J'effectue le versement. Mais s'il y a un problème, eh bien, tout simplement, l'opération génère une exception. Et quand elle génère une exception, tout simplement, on fait un rollback. Alors après, par la suite, vous allez voir que si vous voulez gérer vous-même les transactions, vous serez amené à utiliser le block finally parce qu'à un moment donné, vous allez décider est-ce que vous allez faire un commit ou bien un rollback. Donc ça, c'est des exemples assez pratiques que vous allez voir. Mais après, est-ce que vous êtes obligé d'utiliser le block finally pour résoudre un problème? Non. Je viens de dire que si vous voulez fermer la connexion, vous pouvez la fermer aussi bien au niveau des exceptions ou tout simplement vous la mettez à la fin carrément à la fin de l'application. C'est pas toujours assez commode parce que de toute façon, même si vous ne mettez pas le block finally, parce que c'est ce que vous allez me dire, c'est ça, c'est-à-dire vous supprimez le block finally, d'accord? Ben ça va marcher, c'est le même traitement. Quelle que soit la situation, j'exécute ça. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres solutions. Mais le block finally, il a été créé justement pour encore structurer du code. C'est pour dire que ce traitement-là, finally, c'est un traitement exceptionnel. C'est un traitement qui est lié, si vous voulez, qui n'est pas lié aux tâches métiers. Pour ça, c'est des exemples. Je crois qu'on a terminé maintenant la partie qui concerne les exceptions. Voilà ce qui... En résume. Est-ce qu'il y a un moyen de corriger, par exemple, l'erreur dans un bloc catch et continuer le code? Alors, est-ce qu'il y a un moyen? Tout simplement, c'est while. Alors, c'est des boucles, vous faites tourner votre application dans des blocs. Alors, ça, c'est pour des applications sur console. C'est-à-dire que quand il y a problème, on va lui demander de saisir. Alors, dans ce genre de situation, vous faites, par exemple, quand vous lisez, vous dites try catch. Je vais essayer de lire, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il n'y aura pas d'exception. C'était point versé, MT1. Est-il un moyen, par exemple, si c'est négatif, donc je corrige la variable, oui, par la valeur positive, et je continue l'exécution de là où il s'est arrêté. Oui, alors maintenant, la même chose, si vous voulez régler ça, donc je vous laisserai dans des applications tenter à faire ces choses. Alors si vous voulez régler le problème vous-même dans une application sur console, vous allez utiliser donc des techniques algorithmiques classiques que vous utilisez, n'est-ce pas? Alors quand il s'agit des applications, par exemple les interfaces graphiques, vous savez que ce problème ne se pose pas, parce que vous avez une interface, vous avez une zone de texte, vous allez saisir, vous cliquez, mais après de toute façon l'interface elle est toujours là, n'est-ce pas? Il dit quand même si vous faites un cache, vous affichez un message, mais l'interface elle est toujours là, l'utilisateur il peut toujours saisir, n'est-ce pas? Mais dans une application sur console, ça nécessite un peu de réglage. Alors on va résumer. Donc nous avons dit que rapidement, on va résumer, après on va passer aux entrées-sorties. Alors déjà la première des choses, c'est que deux types d'erreurs qui peuvent être produites au niveau de l'application. Il y a des erreurs qui sont produites au niveau de la JVM, c'est généralement des erreurs de type error. Alors on n'a pas traité ça parce que généralement le programmeur n'est pas responsable des erreurs qui vont être produites au niveau de la JVM. Mais quand même il y a des applications parfois dans lesquelles vous aurez besoin parce qu'il y a des applications particulièrement très complexes dans lesquelles vous aurez besoin de prévoir ces cas-là. Alors, nous, on traite les exceptions qui sont générées par l'application. Il y a deux types d'exceptions. Il y a les exceptions surveillées, alors généralement, et les exceptions non
surveillées. Alors, les exceptions non surveillées, généralement, c'est des exceptions qui dérivent de la classe runtime exception, comme par exemple arithmetic exception. C'est une exception qui n'est pas surveillée. Alors, une exception surveillée, c'est quoi? C'est une exception qui est signalée par le compilateur. Le programmeur doit la traiter, sinon le programme ne sera pas compilé. Une exception non surveillée n'est pas signalée par le compilateur et votre programme peut être compilé même si vous ne l'avez pas traité. Alors, si vous voulez traiter une exception, on utilise le bloc try catch. Alors, essayez d'exécuter. S'il y a problème, je vais capturer l'exception. Et quand je fais un catch, vous avez plusieurs manières de traiter. Vous pouvez faire appel à la méthode getMessage qui permet d'afficher le message de l'exception. Vous appelez la méthode toString pour afficher le type d'exception et le message. Également, vous avez également la méthode printStakeTrace qui permet d'afficher la trace de l'exception. Alors, il a également parlé comment générer une exception. Si vous voulez générer une exception dans votre application, vous utilisez throw, new et vous générez l'exception. Quel type d'exception? Soit les exceptions surveillées, vous pouvez générer une exception, ou une exception non surveillée. Alors, et du coup, donc, vous serez obligé d'utiliser throws exception quand il est surveillé. Alors, pour traiter une exception, donc, vous serez amené à utiliser try catch. Ça, c'est la première. Le deuxième, c'est ignorer l'exception. C'est ajouter le bloc throws. Donc, deux solutions. Alors, on a vu également comment générer une exception surveillée. Si vous voulez générer une exception non surveillée, vous pouvez utiliser runtime exception. Ça fait? Et après, enfin, on a vu comment créer les exceptions. Alors, pour créer une exception, vous créez une classe qui dérive de la classe exception si vous voulez qu'elle soit surveillée. Sinon, vous dérivez de la classe runtime exception s'il n'est pas surveillé, il n'est pas là. Mais vous pouvez deviner. Donc, si vous héritez de runtime exception, donc il devient une exception qui n'est pas surveillée. Et après, on a également utilisé le bloc finally. Il devrait être écrit quelque part. Le bloc finally, c'est un bloc qui s'exécute. Alors, tout ça, on l'a fait. Voilà. Alors, quels que soient les différents scénarios, le bloc finally. Alors, vous savez maintenant ce qui concerne les